Imagine un couple de personnes âgées, deux personnes qui ont pratiquement passé toute leur vie ensemble, qui ont traversé des hauts et des bas et maintenant, à la fin de leur vie, attendent patiemment l'arrivée de l'illumination divine. Cependant, ils trouvent une pomme dorée qui, en la mangeant, les rajeunit jusqu'au jour où ils sont tombés amoureux pour la première fois. C'est l'histoire des Saito, la grand-mère Yeno et le grand-père Shuzo qui, comme chaque matin, travaillent dans leur champ en se remémorant les jours où ils étaient jeunes. Les grands-parents ont vécu à une époque différente, sans le temps pour des rendez-vous romantiques. Ils ont travaillé toute leur vie pour survivre, sans même une lune de miel. La grand-mère ne s'inquiète pas de ce qui n'a pas été, heureuse d'être avec son mari et de discuter. Ses souvenirs les poussent à visiter le pommier familial, planté le jour de leur mariage, qui a grandi comme leur relation. Car elle est heureuse simplement d'être à côté de son mari et de pouvoir discuter avec lui. Tous ces souvenirs les poussent à visiter le pommier de leur famille, car le jour de leur mariage, ils ont planté un pommier qui a continué à grandir et à s'enraciner depuis, tout comme leur relation. Ce pommier représente la durabilité de leurs promesses. Cependant, le pauvre arbre a subi une fracture à cause d'une catastrophe naturelle, un fort vent tempétueux a failli emporter avec lui sa promesse d'amour éternel. Heureusement, le pommier a pu survivre à de telles adversités car le grand-père l'a remis en place et, avec l'aide d'un bandage, a maintenu les parties restantes, ce qui semble avoir fonctionné puisque l'arbre est toujours en vie. En fait, sa vitalité est telle que la grand-mère se rend compte qu'il y a une pomme dorée dans sa cime. En rentrant chez eux, le grand-père se lamente de ne pas avoir donné à la grand-mère la vie qu'elle souhaitait et en se regardant dans le miroir, il se rend compte que toutes ses rides ont disparu, il est redevenu jeune. Quand il va voir la grand-mère, il se rend compte qu'elle a aussi rajeuni et la première chose à laquelle pense le grand-père, c'est à récupérer tout le temps perdu. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Plus tard, sa petite fille Mino arrive en visite, elle ne s'y attend pas, mais ses grands-parents sont de retour à leurs années de mariage. Mino ne semble rien comprendre, mais s'adapte rapidement. En réalité, elle préfère cette version séduisante et musclée de son grand-père, et quand elle demande à sa grand-mère de lui prêter, celle-ci ne laissera personne lui voler son homme, pas même sa petite fille. En rentrant chez elle, Mino dit à son père que ses grands-parents sont redevenus jeunes, mais son père pense qu'elle plaisante. Sa fille a toujours eu un goût particulier pour les beaux gosses et voulait que son grand-père s'habille comme une idole masculine. Dans le parc, les anciens ont organisé une partie de cricket et comme les Saito ne se présentent pas, ils craignent le pire. À leur âge, une absence de quelques mois peut être très inquiétante, surtout s'ils ont entendu dire que la grand-mère Yeno avait des complications de santé, mais rien n'est plus éloigné de la réalité, car les Saito sont de retour et attirent tous les regards des autres grands-mères. Le reste des personnes âgées est un peu jaloux, car leurs épouses crient plus rien qu'en le voyant qu'en étant avec eux, même si on ne peut pas vraiment les blâmer, car la grand-mère Yen leur offre un peu de thé et les vieux sont assez nerveux. Cela fait des années qu'une jeune fille ne leur a pas adressé la parole, et ils tremblent tellement qu'ils renversent leur café sur leur poitrine. Il n'y a pas de problème, car la grand-mère est prête à les nettoyer, et heureusement qu'elle s'est éloignée un peu, car le vieux était sur le point de faire un arrêt cardiaque. Le grand-père Shuzo a vu son fils Yoshiaki pour la dernière fois lors d'une dispute pour qu'il déménage chez lui, car à son âge, le grand-père n'a plus la force de vivre seul, et encore moins de s'occuper de toutes les tâches liées à la vie à la campagne. Son père insiste pour rester, car cela fait des années que c'est la tradition de sa famille, cette terre a été cultivée par ses ancêtres et doit continuer à suivre la lignée. La grand-mère cuisine avec sa belle-sœur Kaed, la mère de Mino, et toutes les deux n'ont pas d'opinion dans cette discussion, et c'est parce qu'elles sont des femmes et parce qu'en vérité, à aucune d'elles ça ne fait vraiment de différence. Le lendemain, Kaed arrive avec des ingrédients pour le dîner et tombe sur le grand-père. En le voyant, elle devient assez nerveuse et doit aller aux toilettes, car il s'avère que le grand-père est plutôt séduisant et elle ne doit pas céder à la tentation. Après tout, c'est son beau-père et ce genre d'histoire ne fait pas partie de ce registre. La grand-mère a un mauvais pressentiment, car mère et fille sont fans des idoles musclées et séduisantes. Quand toute la famille se réunit, Yoshiaki demande à sa fille pourquoi elle jouait avec son grand-père comme si elle avait un petit ami, et c'est que Mino était juste affectueuse avec son grand-père et il savait qu'elle jouait. Quand elle demande à sa mère, celle-ci s'excuse en disant qu'elle devait le voir de ses propres yeux, sinon elle ne le croirait pas, et elle devient un peu jalouse de sa fille parce qu'elle s'approche trop de son grand-père. Une relation comme ça n'aurait pas d'avenir et on dirait qu'il s'est trop pris au sérieux. Le grand-père reçoit une gifle pour avoir été trop flirteur et la famille de son fils s'en va. Avant de partir, la grand-mère lui dit de ne pas trop se fatiguer. Il fait du beau travail et de temps en temps, c'est bien aussi qu'on le lui fasse savoir. Avec quelques petites tapes sur la tête, il lui montre son affection comme quand elle était petite. Sa petite fille veut aussi un peu d'affection et quand ils partent, la grand-mère doit avoir une conversation sérieuse avec son mari.
Le festival sportif approche et les personnes âgées sont inquiètes car elles n'ont personne pour les représenter. La plupart des enfants sont partis dans d'autres écoles et il ne restait que des personnes âgées. Cependant, les voisins de Kitamichi gagnent chaque année parce qu'ils ont de gros renforts et les grands-parents sont découragés. Mais tout à coup, Shuzo apparaît avec un corps super musclé et les personnes âgées le voient comme un espoir pour le festival sportif Yuuzan. L'événement est arrivé et les représentants de Kitamichi sont venus participer. Ces renforts sont les petits-fils du vieux Igarashi, Shuta et Deki, tous deux athlètes de haut niveau, dans leurs écoles respectives. Le vieil homme est confiant parce que tous ses rivaux ont plus de 50 ans. Mais les voisins de Minamiyamashi ont une arme secrète. Le couple Saito va arriver pour les sauver. Le grand-père et la grand-mère sont prêts à participer et le premier événement sera le tir à la corde. Les deux sont assez à égalité malgré le fait que le grand-père donne toutes ses forces. Mais s'il continue comme ça, il pourrait perdre. À ce moment-là, une vieille dame donne des pompons à la grand-mère et l'encourage un peu. Le grand-père puise dans la force ancestrale des vieux agriculteurs et finit par gagner. Maintenant, la grand-mère Yeno a trouvé une autre façon de faire plaisir à son mari. La deuxième épreuve est la course à 3 jambes où les frères Igarashi prennent la tête. Ils se connaissent depuis plus de 10 ans et pour eux, c'est très simple de s'organiser. Quand c'est le tour des Saito, ils courent ensemble. Le grand-père connaît bien les mouvements de la grand-mère et elle suit son rythme. Ils ont une technique, un rythme et une expérience digne de couple marié depuis plus de 70 ans. Le grand-père sait très bien comment se déplace la grand-mère et elle est heureuse parce qu'elle suit son rythme. Ensuite, c'est le lancer de tomates et la course de grosses balles où ceux de Kitamachi finissent par être humiliés. À l'heure du déjeuner, les frères ont beaucoup à apprendre et le grand-père n'arrive pas à croire la raclée qu'ils ont reçue. Shuzo le robot a volé l'amour de Mi il y a 70 ans. Et aujourd'hui, il a volé le triomphe et la gloire à ses petits-fils. L'année prochaine, ça ira, mais Yeno s'approche pour leur donner à manger. Le grand-père est occupé. Elle a préparé de la nourriture. Sa femme est décédée il y a 3 ans. Ses petits-enfants. Il y a à peine 3 ans que sa femme est décédée et ses petits-enfants lui ressemblent beaucoup. En fait, ils sont identiques à lui quand il a fait sa déclaration. Il leur dit de ne pas abandonner, car avec beaucoup d'entraînement et d'efforts, ils pourront gagner l'année prochaine. La grand-mère est bien supérieure et c'est normal qu'elle ait rejeté le grand-père Igarashi. Une semaine plus tard, Shuta doit apporter un message chez les Saito et Mino le reçoit. Elle l'invitait à entrer puisque ses parents ne sont pas là, et Shuta accepte. Apparemment, Mino est une fille très populaire à l'école et elle le traite très gentiment, comme s'il était une personne normale. Il n'ose pas la regarder dans les yeux et joue avec son téléphone, mais la fille veut lui parler. Ses grands-parents et sa mère, nerveuses à l'idée que sa fille se marie, observent. La grand-mère la rassure, mais le grand-père veut des petits-enfants. Après un moment, le grand-père discute avec Shuta, aimable. Kaed et la grand-mère le fixent. Mino le présente comme un adu sport, intelligent. Shuta devient nerveux. Kaed et la grand-mère commèrent, et le grand-père veut lui demander s'il aime quelqu'un, mais la grand-mère l'arrête. D'un autre côté, Kaed et la grand-mère le regardent très fixement. Mino le présente comme un adu sport, un type très intelligent, et comme ils sont dans la même classe, Shuta devient nerveux. Kaed et la grand-mère continuent de faire les commères et le grand-père s'apprête à lui demander s'il aime quelqu'un, mais la grand-mère l'arrête. Shuta doit partir parce qu'il est déjà tard, et Nino est assez triste parce qu'elle voulait passer du temps seule avec lui. Le grand-père est le seul à être au courant et Shuta veut retourner chez les Saito. Quelques jours plus tard, les grands-parents discutent avec Mino car elle veut connaître son histoire d'amour et la grand-mère Yeno lui dit que c'est elle qui a fait sa déclaration. Heureusement, ils ont pu se marier par amour car il se trouve qu'autrefois, quand tout cela n'était que des chants, les familles arrangeaient les mariages et tu ne pouvais pas choisir avec qui te marier. Le grand-père avait déjà été promis à la fille de l'ami de son père et comme ils s'aimaient. Le grand-père a eu une bataille à coups de poing pour défendre sa relation avec sa bien-aimée. De son côté, la grand-mère est allée discuter avec la fille de l'autre famille pour lui dire qu'elle se battrait pour son homme, et comme l'autre a eu peur, elle a décidé de se retirer du mariage. Mino est émerveillée et elle veut que sa grand-mère lui montre comment elle a parlé avec l'autre fille. Le grand-père est impatient pour la démonstration et la grand-mère prend sa petite fille par le visage et lui dit avec assurance qu'elle ne pourra pas lui prendre son homme. Après le petit déjeuner, le grand-père et sa femme se retrouvent près des études, car à cause de son travail dans les champs, il n'a jamais pu aller au lycée, contrairement à la grand-mère qui a fréquenté une école de jeunes filles, mais seulement pour une courte période, car à cause des conflits de l'époque, elle a dû retourner à la campagne pour se salir dans la boue, même si cela ne semblait pas si mal depuis qu'elle avait rencontré un jeune homme. Shozone, maintenant dans la ville, chaque jour, on trouve des activités et des bâtiments plus attrayants qu'avant, mais la grand-mère préfère rester à la campagne avec son mari de toujours. Shiori est venue une fois de plus chez les grands-parents et cette fois, elle a apporté une console de jeux vidéo. À son époque, le grand-père jouait au billes et au toupie, mais il est prêt à donner une chance au jeu d'aujourd'hui. Pour le moment, il ne comprend pas bien l'histoire du jeu de Zombies, mais sa petite fille est impressionnée parce qu'il ne tire que dans la tête. Les grands-parents viennent à bout de tous les ennemis et le lendemain, ils avaient déjà débloqué tous les succès et terminé le jeu.
Dans l'après-midi, Mino retrouve Shiori et sa cousine est plutôt affectueuse avec elle. Dans l'après-midi, Shiori ne peut plus la supporter, même si elle se souvient que dans son enfance, elles jouaient ensemble dans la neige. Mino sait qu'elle est chez les grands-parents parce que, même si ça ne se voit pas, elle les aime beaucoup, mais Shiori ne veut pas l'admettre. Elle dit que ce n'est pas si important, mais le grand-père Shuzo l'écoutait. Il est complètement triste parce que sa petite fille le déteste et Shiori doit lui dire combien elle l'aime pour qu'il se sente mieux. La nuit, dans un autre rêve de grand-père, le vieil homme trouve le sablier et essaie de se rendormir. Il pense à combien il aime sa femme et à toutes les activités qu'ils font ensemble depuis que sa santé s'est améliorée. Il pourrait partir en vacances à la plage, mais à ce moment-là, le sablier se retourne à nouveau et quand il se réveille, le grand-père est redevenu un vieux. Le grand-père pense que sa femme ne voudra plus partir en voyage avec lui parce qu'elle aurait l'air ridicule devant les gens. Cependant, la grand-mère lui rappelle que le Shuzo dont elle est tombée amoureuse et qui a passé sa vie à ses côtés ne dépend pas de l'âge. Le grand-père pense que sa femme ne voudra plus partir en voyage avec lui parce qu'elle aurait l'air ridicule devant les gens. Cependant, la grand-mère lui rappelle que le Shuzo dont elle est tombée amoureuse et avec qui elle a passé sa vie ne dépend pas de l'âge. Ils sont redevenus jeunes. Le grand-père va mieux. Un voyage à Atari est prévu. Chez le médecin, leur fils dit que le grand-père est en bonne santé. Les changements chez la grand-mère passent inaperçus. Sa maladie n'est pas revenue, mais elle est plus jeune que le grand-père. Si cela continue, elle verra la vie de ses proches, restant triste et seule. Quand ils vont chez le médecin, leur fils leur dit que le grand-père est en très bonne santé, en fait. Il est trop musclé, donc les changements chez la grand-mère ne se remarquent pas. Les études disent que sa maladie n'est pas réapparue, cependant, elle a maintenant beaucoup moins d'âge que le grand-père et si ça continue comme ça, elle verra passer la vie de ses proches. Sans pouvoir rien faire, restant triste et seule jusqu'à la fin. Yoshiaki et sa famille viennent leur rendre visite et ils se rendent compte que le grand-père est redevenu vieux. Son fils le défie à un concours de force pour vérifier s'il est encore en forme et après avoir été battu, il a gagné un voyage tout frais payé à Tami et la grand-mère est fière de lui. Alors que l'hiver approche, le grand-père et la grand-mère vont acheter une pelle à neige, mais leur différence d'âge est si grande que les gens les regardent bizarrement. Le grand-père veut éviter cela en s'éloignant un peu d'elle, mais la grand-mère ne renierait jamais son mari. En fait, quand un employé les confond avec un grand-père et sa petite-fille, la grand-mère ne lui dit qu'ils sont mariés, car elle se moque de ce que les autres disent tant qu'elle est avec son cher grand-père. Bien que vieillir soit un problème, car il ne peut pas manger les défucus qu'ils ont achetés de peur de développer un diabète. Le grand-père dit à sa femme qu'elle peut les manger, mais la grand-mère refuse. Le soir, elle se faufile dans la cuisine pour manger un dessert, mais le grand-père la découvre. Il lui dit qu'il n'y a pas d'œufs. Alors le soir, quand il dort, la grand-mère se faufile dans la cuisine pour manger un petit dessert, mais le grand-père la découvre immédiatement, lui dit qu'il n'y a aucun problème à ce qu'elle les mange si elle les aime tant, car malgré le diabète, la voir heureuse est son meilleur remède et ils profitent tous les deux ensemble. Bien que la grand-mère n'ait pas toujours été aussi heureuse, car quand elle était jeune, ses parents sont décédés et elle a dû déménager chez des parents à la campagne. Bien que sa famille soit riche, elle ne s'est jamais bien entendue avec eux, car ils avaient une façon différente de parler et se moquaient toujours d'elle. Elle n'avait d'autre choix que de travailler et de passer ses après-midi seule dans un sanctuaire, jusqu'à ce qu'un jour, un jeune homme qui passait par là la trouve, lui donne à manger et revienne jour après jour pour lui tenir compagnie. À ce moment-là, la grand-mère s'est rendue compte tout de suite que le grand-père n'était qu'un simple jeune du village et elle s'est demandé s'il serait capable de conquérir son cœur, et en vérité, il a réussi. Une nuit de plus et le grand-père a de nouveau rêvé du sablier, et cette fois, il sait quoi faire, il doit juste le retourner. Mais au fond, il se rend compte que le sable s'échappe du sablier. Quand il se réveille, la grand-mère n'est plus surprise par son apparence, mais elle est quand même effrayée car s'ils sont redevenus jeunes, ils pourraient ne pas vieillir normalement et voir la vie de leurs enfants passer. Cependant, le grand-père la rassure en disant que même s'ils sont jeunes, leur temps continue de s'écouler et il n'y a pas tant de sable que ça, et même ainsi, le grand-père l'acceptera jusqu'à ses derniers jours. Les étudiants passent par le verger pour voir la grand-mère. Comme d'habitude, ils rêvent un jour d'aller en ville pour avoir des voitures de luxe, quand tout à coup, la grand-mère s'approche d'eux car ils vont pulvériser et ce n'est pas sûr de passer par là pour le reste de la semaine. Derrière elle, le grand-père arrive en conduisant un pulvérisateur qui a l'air plus stylé que les voitures de la ville. Un certain temps après, le vieux Igarashi a demandé à son petit-fils de l'aider à nettoyer le grenier et il n'a pas trouvé meilleure idée que d'inviter le grand-père Shuzo, son plus grand rival. Alors qu'ils sont en train de nettoyer, il trouve une multitude d'antiquités qui pourraient valoir une fortune, mais le vieux veut tout jeter pour ne pas être un fardeau pour sa descendance. Jusqu'à ce qu'il tombe sur un coffre noir. Ce coffre perdu appartenait à la défunte épouse de Igarashi et renferme toutes ses possessions personnelles. Le vieux leur demande un moment seul avec son bien-aimé, tandis que Shuta appelle des experts pour examiner les antiquités. Comme les enfants de Igarashi sont tous en ville,
il prévoit de démolir la maison pour se débarrasser des problèmes. Mais son petit-fils dit au grand-père qu'il pourrait rester vivre au village, c'est le moins qu'il puisse faire pour la terre qu'il a vu naître. Il n'est pas sûr de ce qu'il deviendra à l'avenir, mais il veut que tout l'héritage de sa famille reste debout. En entendant cela, le vieux Igarashi annule la démolition et les deux grands-parents pleurent car c'est un très bon petit-fils. D'un autre côté, Shiori étudiait jusqu'à ce qu'elle perde sa motivation, car même ses grands-parents n'étaient pas des étudiants brillants. Mais dans cette même bibliothèque, il y avait le grand-père qui s'était mis à étudier tout sur le lycée, car à son époque, il avait dû abandonner pour subvenir aux besoins de sa famille. Cela motive sa petite fille et elle se retrouve parmi les 10 meilleurs élèves de sa classe. À l'école de Mino, la rumeur sur les grands-parents qui ont rajeuni a déjà circulé, mais elle doit dire qu'elle n'en sait rien, car cela pourrait lui causer des problèmes. Toutes ces préoccupations la poussent à parler avec Shuta et à le remercier d'être si compréhensif. Son grand-père a beaucoup parlé de lui et à l'avenir, elle aimerait être mariée, tout comme ses grands-parents. Shuta doit aller aux toilettes un moment, car il est très nerveux, mais Mino n'écarte pas la possibilité de se marier avec lui. Le festival culturel approche et les grands-parents vont pouvoir rendre visite à Mino à l'école. La grand-mère est si excitée qu'elle n'arrive pas à dormir, et quand le jour arrive, elle est très heureuse, mais tant d'enfants s'approchent d'elle qu'ils salissent ses vêtements. Elle doit aller dans une salle pour se changer et le grand-père se souvient de ce que sa femme lui avait raconté quand ils étaient à l'école, car elle recevait souvent des propositions de mariage de gens très importants. Dans son école de jeunes filles, elle étudiait la poésie, le chant et apprenait à jouer de nombreux instruments, c'était pratiquement une fille inaccessible. Quand le grand-père la voit, on lui a prêté un uniforme de lycée comme si elle était une camarade de classe. La grand-mère se sent si détendue qu'elle rejette le grand-père ainsi que ses milliers de prétendants, mais ce n'était qu'une blague, car elle ne pourrait jamais faire ça à l'homme avec qui elle est mariée depuis plus de la moitié de sa vie. Y. Il vaut aussi dans un med-café, mais c'est pratiquement vide, car dans une autre salle, ils ont ouvert un stand de ramen professionnel. La grand-mère a alors une idée pour attirer plus de filles dans le café, enfin, des grands-mères, puisque le grand-père Shuzo s'est déguisé en majordome et maintenant, il y a des files d'attente de femmes qui attendent. Quand ils ont fini, la grand-mère se met à regarder les photos des anciens élèves et se rend compte que plusieurs amis du grand-père étaient là. Si elle avait continué à étudier, elle serait probablement aussi sur la photo, mais son père lui avait dit qu'elle devait travailler pour entretenir les terres de la famille. Pourtant, elle ne regrette rien, car grâce à cela, elle a pu le rencontrer et elle est très heureuse à ses côtés. La nuit approche et le bal autour du feu de camp est presque là. Shuta veut inviter Mino, mais la grand-mère ne s'éloigne pas d'elle, alors le grand-père Shuzo doit l'aider. Il ramène la grand-mère chez elle, et ainsi Shuta peut inviter Mino à danser au festival. Dans les rêves de la grand-mère, retourner à l'école lui a donné une drôle de sensation, comme si elle redevenait la Zuetozanda indécise, mais elle n'y accorde pas beaucoup d'importance. Il doit retourner l'horloge car il doit faire des papiers, mais il glisse et finit par la casser. Le lendemain, le grand-père se réveille, mais il se rend compte que la grand-mère a les cheveux lâchés, il ne reconnaît pas la date ni les objets de sa maison, et en plus, il ne se souvient pas qu'il a une épouse. Quand le grand-père discute un peu avec elle, il se rend compte que sa mémoire a aussi rajeuni et qu'elle est revenue juste avant qu'ils ne se rencontrent. La grand-mère a beaucoup de doutes, car elle n'arrive pas à croire qu'elle ait été mariée si longtemps à quelqu'un qu'elle connaît à peine maintenant, et en plus, c'est elle qui lui a demandé sa main. Alors, pour mettre le grand-père à l'épreuve, Yen lui dit qu'elle devra le séduire à nouveau. D'abord, le plus important, et comme le grand-père ne sait pas trop, ils doivent manger les restes de la veille, même si le goût du riz et même des épices lui semblent à Yen les plus délicieux du monde. Quand ils ont fini, le grand-père l'aide avec les assiettes, mais elle trouve étrange que l'homme de la maison fasse les tâches ménagères. En réalité, le grand-père n'est pas très doué en cuisine, mais il aide la grand-mère dans tout le reste. Ils ont toujours eu une relation réciproque, car la grand-mère l'aide aussi. Dans le verger, le grand-père essaie de lui expliquer comment ils ont rajeuni, mais il vaudrait mieux qu'il lui explique le lendemain, car en dormant, il redevient jeune comme avant. SOS Fios, même avec cet aspect, Yen ne peut pas le reconnaître, mais au fond d'elle, elle peut sentir une connexion spéciale avec lui. Le grand-père essaie de lui faire se souvenir un peu de sa famille, alors il lui montre des photos de Yoshiaki et de sa petite fille, mais elle n'arrive toujours pas à se rappeler de quoi que ce soit. À ce moment-là, Mino arrive, car il s'avère qu'elle va venir en visite avec sa famille aujourd'hui. Yen ne peut pas laisser son fils s'inquiéter, alors elle va faire semblant d'être la grand-mère cette fois-ci, mais comme elle continue à parler bizarrement, le grand-père doit expliquer qu'elle est comme ça depuis le festival scolaire et pour l'instant, personne ne soupçonne rien. Quand vient le moment de cuisiner, la grand-mère ne se souvient pas comment faire, car c'étaient les serviteurs qui préparaient les repas. Le grand-père essaie de l'aider à préparer un délicieux curry, et même si le résultat est un peu horrible,
Ine est surprise que la grand-mère ait réussi à apprendre à cuisiner, car Ine a toujours pensé qu'elle ne se marierait jamais. Après le dîner, Yoshiaki raconte à ses parents que l'entreprise dans laquelle il travaille est sur le point de faire faillite. Malgré tous ses efforts, ce n'est pas suffisant. Alors il doit se consacrer entièrement à son travail. Ine, en voyant que son fils a besoin d'un conseil, lui dit de ne pas trop se forcer. Il y a des gens dans le monde qui peuvent profiter de la gentillesse des autres, et s'il en a besoin, il peut demander de l'aide. Yoshiaki termine ivre, en train de se plaindre de son patron, mais au fond, il se rend compte qu'elle n'est pas sa mère, elle ressemble plus à celle qu'il avait quand il était enfant et peut-être qu'elle n'est pas aussi bonne que la grand-mère. Pour récupérer ses souvenirs, le grand-père l'emmène au sanctuaire où ils se sont rencontrés et Ine se dit qu'elle devrait se souvenir exactement de la façon dont ils se sont avoués leur amour. Quand le grand-père commence, il s'avère que c'est la grand-mère qui s'est approchée et l'a pris par la main, mais elle pense que c'est un mensonge, elle n'aurait jamais fait ça, c'est trop embarrassant, donc ils ont un retour à la maison très gênant. Après tout ça, Ine va rendre visite à sa sœur Zuru, car elle a des souvenirs d'elle quand elle était petite, même si le temps a fait qu'elle ne se souvient maintenant que de sa mère. À un moment donné, elle se sent si seule et triste que voir grand-père à ses côtés la détend. Peut-être, et seulement peut-être, qu'à un moment donné, elle l'a choisi pour tout le soutien qu'il représentait sans avoir besoin de dire un mot, mais en réalité, le grand-père voulait juste aller aux toilettes. Depuis qu'elles étaient petites, Zuru lui a toujours appris à jouer du piano, alors maintenant c'est le tour de la grand-mère. Il s'assoit à côté d'elle et il commence à jouer, faisant en sorte que, pendant un moment, sa sœur reprenne ses esprits en l'accompagnant au piano. Bien qu'elle ne la reconnaisse pas, Zuru admire qu'elle puisse aussi jouer du piano, et Ine ne peut retenir ses larmes. Les semaines passent et la grand-mère n'arrive toujours pas à retrouver la mémoire. Le grand-père l'a laissée seule parce qu'il devait aller à une réunion avec le comité, et jusqu'à présent, elle n'est pas tombée amoureuse de lui. Le grand-père ne fait pas d'effort pour la conquérir, mais elle ne se sent pas tranquille pour autant, car sa simple présence lui suffit. Le fait qu'il ne puisse pas être le grand-père qu'elle reconnaît et qui a été à ses côtés si longtemps ne la rend pas heureuse. Peu à peu, ses souvenirs reviennent, car quand elle était jeune, elle a avoué son amour à Shozo presque par accident. Depuis ce temps-là, sa famille s'est toujours opposée à leur relation et ses parents ont interdit qu'ils se revoient. Shozo s'est disputé avec sa famille et finalement, ils ont pu rester ensemble, mais les maladies de la grand-mère ont toujours rendu le chemin difficile. Pourtant, le grand-père a toujours en tête que pour surmonter toutes les adversités, il devait simplement créer beaucoup plus de moments heureux à ses côtés. La grand-mère ne veut plus retomber amoureuse, en fait elle veut redevenir ce qu'elle était avant et tandis que ses cheveux redeviennent gris, ses souvenirs reviennent avec eux et elle se souvient encore une fois de la vie qu'elle a eue avec son grand-père. Mino a demandé à Shuta de guider ses grands-parents à Atami, le train prenait plus de 6 heures et on payait avec des pastèques. Mais maintenant, il y a des trains à grande vitesse, la technologie et bien d'autres choses ont changé. Shuta pense qu'il n'est pas la bonne personne, mais ils n'ont pas d'autres familles à Tokyo disponibles, car leurs autres enfants là-bas sont trop occupés. Ils ont besoin d'une personne de confiance, donc ils demandent à Shuta d'être leur guide personnel pour un rendez-vous avec Mino. Shuta pense qu'il n'est pas la bonne personne pour ce travail, mais ils n'ont pas d'autres membres de la famille à Tokyo qui aient le temps, car leurs autres enfants et familles qui vivent là-bas doivent être trop occupés. Comme ils ont besoin d'une personne de confiance, ils demandent à Shuta d'être leur guide personnel pour qu'il ait aussi l'occasion d'avoir un rendez-vous avec Mino. Shuta accepte tout de suite pour que ce soit plus facile qu'ils rejoignent la famille, mais d'abord, ils doivent demander la permission à leur grand-père. Le vieux Igarashi n'acceptera pas facilement que son petit-fils parte avec son ennemi, mais Mino arrive. Le grand-père est soulagé car son petit-fils a amené une fille, il pensait qu'il allait du côté adverse. Il demande à Mino de veiller sur lui et les attendra pour le mariage. Pendant ce temps, la grand-mère achète des patates douces confites, ses préférées, pour calmer sa faim. Il demande à Mino de prendre soin de lui et il les attendra jusqu'au jour du mariage. Pendant ce temps, la grand-mère était en train d'acheter des patates douces confites pour calmer sa faim, car ce sont ses préférés. Le stand de son ami Kasha les prépare aussi délicieux que d'habitude, mais avec si peu de clients, elle ne doute pas qu'elle fermera bientôt son stand comme les autres. Pour aider son amie précieuse, la grand-mère se tient à la porte, attirant les gens à venir acheter grâce à sa beauté et à l'odeur des plats. Il y a longtemps, pour le grand-père, quitter son précieux village n'était qu'un rêve, mais maintenant, il est prêt à partir avec sa femme. Shuta et Mino disent au revoir à leur père, et le futur beau-père veut juste qu'il respecte sa fille. Tout le monde dans le train en étant vieux, mais ils faillirent presque à se tromper de train en chemin. Ils sont très surpris par la vitesse à laquelle ils vont, mais comme il n'y a rien de mieux à faire, ils vont tous les deux faire une sieste. Quand ils se réveillent, ils sont redevenus jeunes et ils sont montés dans le train en tant que vieux juste pour profiter de la réduction pour les seniors. D'un autre côté, Akemi, la fille de la famille Saito, reçoit un appel de Yoshiaki
car ses parents vont bientôt lui rendre visite. Akemi est un peu confuse, mais elle n'y prête pas trop attention car en ce moment, elle est enrhumée. Elle se souvient que dans son enfance, sa mère s'occupait d'elle et quand elle la voit devant ses yeux, elle est complètement perdue. Après une brève explication, les grands-parents racontent à leur fille tout ce qu'ils ont découvert à Tokyo, mais ils sont impatients de voir le reste de la famille, car Akemi n'a pas perdu de temps. À ce moment-là, son arrière-petit-fils Kazuki arrive, et en le voyant, elle se rend compte qu'il est identique à son père. Ils doivent expliquer à nouveau ce qui s'est passé, et le lendemain, ils sortent tous ensemble pour faire des courses, laissant leurs petits-enfants complètement seuls. Et pendant que la grand-mère va acheter des bonbons, le grand-père Shuzu cherche une ceinture de fermier, mais le vendeur lui dit qu'il a d'autres vêtements mieux adaptés qu'il pourrait essayer. Quand la grand-mère revient, elle se rend compte qu'ils ont transformé le grand-père en mannequin de vieux films, et en plus, il est entouré de vieilles dames. Pour la compenser, ils iront manger une glace, où le grand-père a passé une commande spéciale, juste pour sa femme. En la voyant si nerveuse et en profitant tellement de sa glace, ça valait chaque centime qu'il a dû débourser. Shuta et Mino emmènent les grands-parents à une cabine photo, car ils devraient avoir un souvenir à ramener chez eux. Comme ils ne savent pas bien s'en servir, le couple de petits-enfants leur montrera comment faire, et quand les grands-parents essaient, ils ont un style trop classique. Tout le monde rentre chez soi et le grand-père a acheté quelques cadeaux pour Kuzuki. Comme le petit a demandé des toupies, le grand-père lui a apporté celles qu'il utilisait dans son enfance, mais en réalité, il voulait celles qui étaient à la mode à ce moment-là. Néanmoins, pour prouver que le classique ne se démode jamais, ils auront une compétition, où le grand-père sort vainqueur, car ses toupies étaient en plomb. Le petit-fils se met à pleurer, mais pour qu'il se sente mieux, le grand-père lui achète le jouet qu'il voulait tant. Finalement, ils finissent tous les deux très fatigués, tandis que le grand-père et sa fille lavent la vaisselle. Akemi s'est toujours senti mal car quand elle s'est mariée et a fondé sa famille, elle a pensé qu'elle avait laissé ses parents de côté. Elle éclate en sanglots en se rappelant combien sa mère l'aimait, et c'est tout à fait normal, car le temps passe et les choses doivent changer. Pendant ce temps, chez les grands-parents, Shiori est venue pour faire ses devoirs, mais elle a oublié que les grands-parents étaient partis en voyage. Elle se souvient qu'ils avaient une clé cachée pour ce genre de situation, et pendant qu'elle fait ses devoirs, elle se sent vraiment seule. Elle était déjà habituée à sa présence si chaleureuse et gentille. Elle est si déprimée qu'elle pense au peu de temps qu'il leur reste dans ce monde et il est inévitable qu'elle leur manque énormément. Toute cette énergie est transmise aux grands-parents, qui savent que leur petite fille a besoin d'eux, mais le voyage doit continuer. Alors, en passant par la place, un représentant d'Idol se présente à eux. Leurs petits-enfants les avaient déjà prévenus, alors ils essaient de ne pas tomber dans le piège de leur flatterie, mais il est impossible pour le grand-père de ne pas leur dire à quel point sa femme lui semble belle et vice-versa, donc à la fin ils ont fini par quitter le représentant. Même plus confus. Les grands-parents arrivent, prennent des photos, découvrent un hôtel luxueux. Le grand-père est ému. Ils prennent quelques photos pour fêter ça et quand ils arrivent à l'hôtel, ils se rendent compte que c'est assez luxueux et que tout cela n'était que pour battre leur fils en force. Le grand-père est très ému parce que la chambre a une salle de bain privée et il attend la grand-mère pour rattraper tout le temps perdu. La grand-mère va se doucher avec Mino et lui lance un regard au grand-père pour qu'il attende au moins que les enfants s'endorment. Le dîner est prêt et tout le monde profite du festin, sauf Shuta, qui a l'impression de déranger la lune de miel de ses grands-parents. Mino lui dit que sans lui, rien ne serait possible. Le grand-père propose un toast avec le consac. Les enfants ajoutent 3 orbites à leur jus, une tradition japonaise. Il est temps de dormir. Mino a laissé les grands-parents dormir ensemble. Elle a la chambre pour elle et Shuta. Dans la chambre des grands-parents, le grand-père s'endort profondément et ils n'ont pas pu utiliser la baignoire. Il est temps de dormir et pour qu'ils se sentent plus tranquilles, Mino a laissé le grand-père et la grand-mère dormir ensemble et maintenant elle a la chambre juste pour elle et Shuta, mais ce sera un secret entre eux. Dans la chambre des grands-parents, le grand-père s'endort profondément et finalement, ils n'ont pas pu utiliser la baignoire. D'un autre côté, Mino et Shuta sont heureux pour leurs grands-parents et Mino aimerait un jour avoir une relation aussi pleine d'amour qu'eux. Ils commencent à faire semblant d'être mariés et lorsqu'ils s'appellent par leur nom. Ils sont tellement gênés qu'il ferait mieux d'aller dormir. La grand-mère veut dormir car elle n'a pas d'autre choix. Même si elle aurait aimé se doucher avec lui, elle ne le fait que dans ses rêves. Il est tellement motivé qu'il retourne accidentellement le sablier, donc quand il se réveille, il se rend compte qu'il est redevenu vieux, juste au moment où il allait avoir son rendez-vous à la plage. Il fait un jour ensoleillé et la grand-mère attire tous les regards, mais ce n'est rien comparé au grand-père qui est vraiment super musclé. Le grand-père lui propose une course jusqu'au phare et s'il ne le bête pas, il pourrait ne pas lui permettre de se marier avec Mino. La grand-mère et sa petite fille les regardent,
regarde et le grand-père a tellement d'énergie qu'il finit par l'humilier. Le grand-père propose une course jusqu'au phare et s'il ne le bête pas, il pourrait ne pas lui permettre de se marier avec Nino. La grand-mère et sa petite-fille les regardent et le grand-père a tellement d'énergie qu'il finit par l'humilier. Ils peuvent encore profiter du soleil, mais la grand-mère ne retire pas la robe que le grand-père lui a offerte, et même si elle a un très joli maillot de bain, la grand-mère ne pourrait jamais montrer autant de peau parce que ce serait trop embarrassant. La journée touche presque à sa fin et le grand-père n'a pas pu voir son bikini, même si la grand-mère est un peu confuse, car elle l'a souvent vu comme Dieu l'a fait, mais pour le grand-père, ce n'est pas la même chose. Il est déjà temps de rentrer à la maison, mais avant cela, Mino se rend compte que ses grands-parents veulent l'aider à se marier avec Shota, car elle a lu sur internet. La tradition des 9 gorgées. Quand ils retournent à l'hôtel, Mino et Shota jouent au ping-pong, mais comme ils sont vraiment nuls, le grand-père et la grand-mère vont leur montrer comment on fait, puisqu'ils passent plus d'1 heure à jouer sans s'arrêter. En récompense, le grand-père et la grand-mère vont se doucher ensemble dans leur chambre, et pour eux, c'est un rêve devenu réalité de se retrouver ensemble dans leur nouvelle jeunesse. Le lendemain, tout le monde va au temple pour prier et demander pour leurs proches. Mino veut avoir de bonnes notes à ses examens et Shota veut jouer au football professionnellement. Mais en réalité, au fond du désir de Mino, elle voulait repartir en voyage avec Shota, mais ce serait trop embarrassant de le lui dire. D'un autre côté, la grand-mère se rend compte que le souhait du grand-père était trop simple. Quand elle y pense, le vieux voulait juste passer le reste de sa vie avec elle, et même s'il devait mourir dans la prochaine vie, il a demandé à se retrouver et à répéter leur histoire d'amour jusqu'à l'infini. Il continue au temple, où l'on peut faire le tour d'un arbre sacré pour obtenir une année de vie supplémentaire. Dans le cas de Shota, il se rend compte que Mino le lançait beaucoup de regards et il ne veut pas trop tourner autour de l'arbre, car pour l'instant, il est en bonne santé. Mais il peut aussi faire un autre type de vœu s'il le souhaite, donc il aimerait à un moment donné revenir ici avec Mino, mais en étant plus que des amis. Il est sur le point de se prendre la main et d'assurer la descendance des Saito, mais ce serait trop embarrassant. La nuit, Mino ne peut pas résister aux sentiments qu'elle a pour lui et pendant qu'il dort. Elle lui donne un baiser sur le front. De retour au village, Shiori étudie à la bibliothèque et aide un jeune homme qui a perdu sa carte d'identité. Il se rend compte qu'il est en train de faire des recherches sur le rajeunissement. Et en discutant, il apprend que son nom est Takahashi. Il était en train d'étudier l'inventaire en enquêtant sur des grands-parents qui redeviennent jeunes, parce qu'on dit que dans le village, des phénomènes comme ça se produisent tous les 100 ans. Quand elle demande à Shiori, elle étudie la médecine parce qu'elle veut aider ses grands-parents. Depuis qu'elle est petite, elle s'est rendue compte qu'ils avaient des problèmes de santé et elle veut faire tout ce qu'elle peut pour les aider à l'avenir. Ce vœu si noble épurera le grand-père sentimental, tout comme la grand-mère. Des heures plus tard, Yoshiaki s'inquiète pour sa fille car Mino rentre tard sans explication. Les grands-parents comprennent qu'elle grandit, mais leur fils s'inquiète des dangers actuels, surtout si elle se rebelle. La grand-mère Yene le rassure, Mino est bien élevé, contrairement à lui qui était rebelle et s'est marié jeune. Pas de souci, tout ira bien. La grand-mère Yene le fait comprendre que Mino est une jeune fille très bien élevée, contrairement à lui qui, à son âge, faisait partie d'une bande et s'est même marié avec la fille qui s'occupait toujours de lui. Donc, il n'y a pas de souci. Tout ira bien. Un certain temps plus tard, les garçons passent par le Manzanar comme d'habitude, mais cette fois, ils demandent aux Shuzo ce qui est arrivé aux grands-parents, car comme ils ont l'air jeunes, les enfants ont pensé que les grands-parents étaient trop malades pour travailler. Pour les rassurer, la grand-mère leur dit qu'ils étaient juste fatigués et que le lendemain, ils changeraient à nouveau pour que les enfants restent heureux. Finalement, après que Mino ait oublié son déjeuner et que la grand-mère ait dû le lui apporter à vélo, Shiori retrouve à nouveau Takahashi, qui continue ses recherches sur les grands-parents. Mais cette fois, elle se sent un peu nerveuse, car il dégage une vibe de personne mature. Même quand il est à la maison avec Mino, sa cousine se rend compte qu'il est amoureux, mais elle ne sait pas encore pourquoi il enquête autant sur ses grands-parents. Et il s'avère que les grands-parents de Takahashi sont aussi redevenus jeunes. Un jour, la grand-mère Zetsu et le grand-père Hajime ont trouvé une pomme dorée et le reste de l'histoire, vous la connaissez déjà. Les Takahashi sont surpris que Shiori les croie, et c'est qu'il lui est déjà arrivé quelque chose de similaire. Bien que le grand-père veuille qu'ils se concentrent davantage sur leurs études, Satoshi a toujours pris cela en compte, car depuis que ses parents se sont séparés, il fait tout son possible pour s'en sortir.
Shiori les invite chez ses grands-parents et les quatre discutent et boivent comme s'ils se connaissaient depuis toujours. Shiori se sent plus tranquille parce qu'enfin, ils ont des personnes qui les comprennent et elle espère qu'un jour, ils auront une relation tout aussi durable. Satoshi est un peu gêné et Shiori se rend compte qu'il les a désignés tous les deux comme un couple. Quand elle était plus jeune, la grand-mère Zetsu travaillait dans un motel, mais les clients ont dépassé les limites et le grand-père Hajime est venu depuis l'autre chambre pour la défendre. Et c'est comme ça qu'il a rencontré ta mère. Eh bien, en réalité, seul un mari comme lui pourrait faire ça, mais la grand-mère se dispute parce que le grand-père est aussi très attentionné, fort et affectueux avec elle. Comme personne ne peut dire qui est le meilleur, ils vont appeler un chauve pour faire une compétition, et la première épreuve est de force, où les Saito et les Takahashi sont très à égalité. Mais la grand-mère est tellement émue de voir à quel point le grand-père s'efforce qu'elle sort du cercle et les deux sont éliminés. Pour l'épreuve suivante, ils devront tous les deux manger un plat préparé par leurs épouses, et s'ils ne sentent pas la différence, ils perdent. Le grand-père se rend compte que les deux plats viennent de la grand-mère et finit par gagner, donc maintenant, ils sont tous les deux à égalité. La preuve décisive arrive. Le chauve demande aux grand-mères pourquoi elles ont organisé la compétition en premier lieu, car il n'existe rien de tel qu'un meilleur mari, ils sont tous les deux mariés et aiment leur partenaire, et ça devrait suffire. Il s'efforce tous les jours de rendre sa femme heureuse, malgré le fait d'être le pire mari du monde. À ce moment-là, la femme du chauve apparaît et tout le monde s'assoit pour déjeuner. Car au final, tout s'est terminé par un match nul. Quelques jours plus tard, Shiori demande à celle qui lui apprend à cuisiner, mais elle ne veut pas de ces vieux plats, elle veut préparer de la vraie nourriture, du poulet frit. La grand-mère est surprise parce qu'elle ne le mange normalement pas, mais en réalité, elle voulait apprendre à cuisiner pour pouvoir nourrir son mari à l'avenir, et la grand-mère est très heureuse pour elle. Avant de dormir, les Shozo regardent la télévision comme toutes les nuits, mais cette fois, ils passent un film d'horreur. La grand-mère a tellement peur qu'elle commence à prier, et à jeter du sel pour effrayer les esprits, et elle a tellement peur qu'elle ne peut pas bien dormir. Alors elle se couche à côté de son mari toute la nuit. Le matin, les Takaima ont envoyé un jeune pommier en cadeau pour les grands-parents, mais ils sont déjà un peu trop âgés pour s'en occuper. Mino s'en rend compte et leur dit qu'ils peuvent lui offrir pour son anniversaire et le planter avec les autres, car elle est déterminée à en prendre soin, elle veut suivre l'exemple de la personne qu'elle aime tant. Plus tard, elle appelle Shota pour qu'il l'aide à planter cet arbre. Il grandira et restera en vie jusqu'à ce qu'ils soient tous les deux des vieux. Mino se souvient que lorsque ses grands-parents se sont mariés, ils ont aussi planté un pommier pour sceller leur amour, celui-là même qui leur a donné la pomme dorée. Shota demande à Mino de le laisser venir voir le pommier de temps en temps, et même si Mino ne le sait pas. C'est le début de leur histoire d'amour, donc les grands-parents vont célébrer pour eux. Bien que la période du festival d'été approche et que les grands-parents organisent toujours un festival pour remercier les dieux de leur sanctuaire. La grand-mère a un yukata pour Mino et elle demande à sa mère d'en faire un pour la grand-mère. Donc, cette même nuit, la grand-mère est seule, car le grand-père est allé boire avec le comité de quartier comme il le fait chaque année, mais cette fois, la grand-mère se sent contrariée car elle veut que le grand-père soit à ses côtés. À ce moment-là, le grand-père apparaît et ils sortent ensemble se promener au festival. Le grand-père lui propose de manger des bonbons, et même si la grand-mère a l'habitude de ne pas demander plus que ce qu'il faut, elle accepte d'en recevoir quelques-uns en cadeau. La grand-mère et il réussissent à obtenir l'ours en peluche. En fait, la grand-mère l'aimait beaucoup parce qu'il ressemblait beaucoup à son mari. Cependant, tout n'est pas bonheur, car dans un couple de personnes âgées, il y en a toujours un qui part en premier et l'autre souffre dans la solitude. Il reste peu de temps à la grand-mère. Le grand-père a aussi fait un rêve similaire et il le dit à la grand-mère en lui disant qu'il ne passera pas cette année. Elle lui révèle qu'il ne lui reste que 7 jours, et bien qu'il savait que ce jour arriverait, le grand-père ne peut s'empêcher de se sentir si triste, il ne peut que prier pour un miracle. À ce moment-là, le sanctuaire s'illumine et ils sont tous les deux transportés dans le monde des dieux. La grand-mère est endormie et la déesse du sanctuaire a entendu l'appel du grand-père, car il gardait toujours son sanctuaire propre. La déesse lui dit qu'elle ne peut pas donner la vie parce qu'elle n'est pas si puissante, mais ce qu'elle peut faire, c'est égaliser leur durée de vie pour que le sable des deux se termine en même temps. Le grand-père accepte et la grand-mère se réveille en pensant que tout n'était qu'un rêve. La grand-mère dit à son mari que sa montre a commencé à se remplir de sable sans raison.
Ils se font la promesse de ne plus jamais parler du temps qu'il leur reste et de continuer à s'aimer jusqu'à leur dernier jour. Après que Shiori soit allée au festival avec son petit ami et qu'elle ait mangé sa banane au chocolat. Une semaine est déjà passée et la grand-mère est toujours en vie. Elle est très heureuse d'être à ses côtés et elle était tellement inquiète de le laisser seul qu'elle éclate en sanglots. À partir de maintenant, aucun des deux ne sait combien de temps il leur reste, mais quand l'heure viendra. Ils l'affronteront ensemble. Halloween approche et Minho et Shuta ont préparé leurs costumes pour rendre visite aux grands-parents. La petite fille leur avait expliqué qu'ils devaient se déguiser et quand elle ouvre la porte, elle a tellement peur qu'elle s'évanouit. La nuit, un couple de malfrats passe par le verger et jette une cigarette, alors le grand-père les poursuit dans sa camionnette, car il se trouve que depuis peu, il sort patrouiller contre les voleurs de pommes, et depuis, les bandes de criminels n'osent plus s'approcher. Le grand-père commence à les poursuivre à toute vitesse et malgré tous les virages et les manœuvres qu'ils font comme des pros, le grand-père est sur le point de les dépasser. Il se trouve que quand le grand-père est allé réparer sa camionnette, il a su tout ce qu'ils lui ont mis à part le moteur, donc elle doit avoir une puissance énorme. Le grand-père parvient à les rattraper et à les dépasser, et le lendemain, les voyous sortent pour déclarer qu'un fantôme leur est apparu au volant, afin qu'ils ne traversent plus jamais les vergers de pommiers. Il est temps que le grand-père retourne au club de tir pour maintenir sa précision, mais cette fois, un groupe de grand-mères veut aussi apprendre. Aucun animal n'a été blessé, car ils n'utilisent que le bruit pour les effrayer et ils s'entraînent à viser pour ne blesser personne par accident. 2001, grand-mère et mitraillette, que pourrais-tu demander de plus? Par un jour de pluie, Shuta et Minho se réfugient dans le sanctuaire. Shuta donne son manteau à Minho pour qu'elle se protège du froid, mais un éclair tombe, les faisant s'enlacer. Minho est sur le point d'appeler ses grands-parents, mais Shuta se rend compte qu'à côté d'eux, il y avait des photos d'eux quand ils étaient jeunes. Apparemment, ce ne sont que des visions et il s'avère qu'ils se protégeaient aussi de la pluie, car c'était le dernier jour où ils pouvaient se voir avant qu'on oblige le grand-père à se marier. La grand-mère se jette sur lui pour devancer sa fiancée et Minho couvre les yeux de Shuta pour qu'il ne se fasse pas spoiler ce qui va se passer quand ils se marieront. Quand ils arrivent chez les grands-parents, Minho demande à la grand-mère Yeno si elle aime beaucoup aller au sanctuaire et la grand-mère lui répond que oui, mais elle pense que le grand-père lui a raconté sa nuit au sanctuaire. Après s'être lavé, Minho remercie Shuta de l'avoir protégé, car ça lui fait plaisir qu'il se soucie de sa sécurité. Shuta est tellement nerveux qu'il ne sait pas s'il doit faire le premier pas, mais en voyant le visage de Minho, il se rend compte que ce n'est pas nécessaire. Elle s'approche, même si c'était pour distraire ses grands-parents, qui étaient derrière la porte en train d'écouter tout, donc ce sera pour la prochaine fois. L'hiver approche et la neige commence à tomber, alors la grand-mère prend le train pour se déplacer. Le conducteur l'aide car c'est sa seule passagère, parce que la plupart des gens préfèrent arriver en voiture jusqu'à leur village. Quelques jours plus tard, un groupe de grand-mères commence à prendre le train. Il a eu l'idée d'organiser une réunion près de la station pour qu'elle soit utilisée et il demande au conducteur de continuer son noble travail, mais ils doivent quand même y aller en voiture avec le grand-père et comme il y a beaucoup de neige, un groupe de voitures est coincé dans le trafic. Le conducteur qui est en tête ne peut rien voir, donc le grand-père va aller le sauver, parce qu'il conduit sur cette autoroute depuis plus de 40 ans. Finalement, tout le monde rentre chez soi sain et sauf. Tout est couvert de neige et de glace, donc la grand-mère doit le déblayer. Il fait tellement d'efforts qu'il commence à transpirer et cela faisait longtemps qu'il n'avait pas eu aussi chaud. Elle enlève sa veste pour faire baisser sa température, mais ce n'est pas suffisant. Et lorsque son grand-père vient la voir, sa température commence également à monter. C'est presque la fin de l'année, la période où Yoshiaki et sa famille aident les grands-parents à préparer du mochi, mais Yoshiaki se fatigue trop vite. Le grand-père aide sa femme, son fils est lent, le grand-père sculpte la neige, la famille de sa fille vient avec Kuzuki, la famille de Shiori arrive. Chaque année, le grand-père fait des sculptures de neige qui apparaissent même à la télé, et comme cette fois-ci, la famille de sa fille viendra avec le petit Kuzuki. Il pense lui préparer quelque chose de spécial, un dragon de neige. La famille de Shiori arrive aussi, ainsi que la sœur de la grand-mère, qui joue avec ses petits-enfants à deviner la poésie.
La grand-mère Zuru semble un peu abattue, mais pour se remémorer les vieux temps, elle va jouer avec ses petits-enfants même si elle est plus âgée. Elle reçoit les cartes trop rapidement, mais les grands-parents ne croient personne. Comme toute la famille est réunie, le petit Kuzuk en profite pour bien traiter les grands-parents, car ensuite il faudra partager l'argent du nouvel an. Il reçoit les lettres trop vite, mais les grands-parents ne croient personne. Comme toute la famille est réunie, le petit Kuzuk en profite pour bien traiter les grands-parents, car ensuite il faudra partager l'argent du nouvel an. À Kuzuk, on ne donne que 500,0 yen et un pass pour la bibliothèque, et il se sent très triste car son plan n'a pas fonctionné. La nuit continue où les hommes boivent et les femmes discutent. Cette fois, les mères de la famille Saito sont tristes parce que leurs vies sont assez chargées, même la mère de Mino doit travailler comme infirmière où les patients ne la traitent pas bien. Mais la grand-mère Iene est très compréhensive avec toutes, elle leur dit que les mères ne sont pas faites de pierre, car ce sont des personnes et elles ont aussi des sentiments qui doivent être apaisés. Toutes se font un câlin, et à la vue de tous, elles semblent plus heureuses. Les célébrations sont terminées et il est temps d'envoyer des cartes à tous les amis de la famille. Comme tout le monde est âgé, chaque année, il y a de moins en moins d'invitations, mais cette année, ils ont eu l'idée d'imprimer une carte postale identique pour tout le monde. Et quand ils les envoient, le téléphone ne cesse de sonner toute la journée parce que personne ne croit qu'ils ont rajeuni. Les membres de la famille sont enfin entrés chez eux, mais le petit Kuzuk veut rester avec ses grands-parents. Il ne veut pas jouer avec son père qui lui ressemble exactement, alors la grand-mère lui offre son précieux ours en peluche et lui dit qu'ils seront toujours avec lui s'il prend soin de l'ours. Finalement, ils se disent au revoir à tous. Le grand-père est tellement ému qu'il commence à pleurer. Les jours passent et les grands-parents prennent leur petit déjeuner rapidement parce qu'ils doivent apprendre à Mashuta comment s'occuper du verger. Le grand-père lui apprend à couper les plus petites branches pour que les arbres puissent grandir plus grands. Et le grand-père Shuzo ne cesse de l'observer et lui demande comment ça se passe avec sa petite fille, et pour le moment, ils se parlent même par leur prénom. Ce n'est pas un problème de venir travailler pour eux deux, puisqu'ils ont promis de s'occuper de leur premier pommier. Les grands-parents vont donc confier le reste aux jeunes et s'en aller faire une dernière promenade dans la campagne. Ils s'assoient tous les deux à l'ombre d'un arbre. Shiori est heureuse avec son nouvel ami. Les Takahashi sont venus avec leur fils médecin et même Yoshiaki a trouvé du travail, donc ils n'ont plus de soucis, et peuvent vivre tranquilles et profiter, car l'été approche. Mais le temps est si agréable qu'ils commencent peu à peu à avoir de plus en plus sommeil. Avant de fermer les yeux, le grand-père demande à son aimée si elle a un autre souhait à réaliser, mais elle a déjà obtenu tout ce qu'elle voulait à ses côtés, et le sable qui restait dans leurs deux sabliers s'est enfin écoulé, laissant tous leurs êtres chers avec des vies encore plus heureuses qu'auparavant. Et quand Shuta et Mino viennent les chercher pour le déjeuner, les grands-parents, qui ont vécu leur rêve le plus précieux pendant un court moment, reposent maintenant en paix. 50 ans ont passé depuis lors et le verger brille comme si le temps ne s'était pas écoulé. Au sommet de la cime d'un arbre, deux anciens observent qu'une pomme dorée est apparue sur l'arbre qu'ils ont planté quand ils étaient adolescents. Il s'agit de Minishota, qui se demande s'il devrait manger la pomme.